bonjour à tous. Donc, on va peut-être se représenter rapidement. Donc, moi, je suis Paul Sajot, je suis associé au sein des équipes PwC Risk and Regulatory. Alors, petite particularité, je suis quelqu'un qui travaille en région, donc je travaille avec beaucoup de PME et d'ETI. Voilà, donc le discours que je vais avoir, il est plutôt connecté ETI, un peu moins grand groupe. Et c'est pour ça qu'effectivement, Marvin est avec moi, parce que derrière, lui, il va compléter le message à triple titre. Et tout à fait, bonjour à tous. Donc, outre le fait qu'on soit de deux services différents, moi côté plus PwC Société d'avocats, avec à la base une expertise TVA et indirect tax techno. C'est vrai que donc, moi je suis basé à Paris et aujourd'hui on travaille conjointement sur les dossiers régions, mais également sur les dossiers parisiens, avec un certain nombre de grands groupes de TI. Et on verra également sur les questions que se posent les groupes sur les modèles opérationnels cibles, mais finalement les choix d'orientation ne sont pas forcément les mêmes en fonction de ce que nous on peut constater côté région parisienne, avec surtout des grands comptes, et côté finalement région, avec des modèles qui peuvent varier. Alors donc on va échanger en fait. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que cette réforme invoicing reporting, c'est peut-être un immense révélateur de la dette organisationnelle et technologique d'entreprise. Donc on le voit sur plein de sujets, et notamment sur 3 sujets qu'on va aborder. Donc on va parler des modèles opérationnels, mais ça touche évidemment l'organisation, et l'organisation souvent actuelle quand on est en phase de diag. Mais la donnée et ses modes de gouvernance, ça reste un sujet. On n'est pas bon en France sur la gestion de nos référentiels, mais là je vous apprends rien, je pense. Si vous l'êtes, n'hésitez pas à intervenir, mais sincèrement, si on travaille nous sur la base d'audit des données requises pour cette réforme, c'est aussi le révélateur de référentiels qui sont souvent, dont la gouvernance est souvent moyenne, pour ne pas dire parfois médiocre. Et enfin, effectivement, Marvin interviendra sur la partie enjeux de conformité UR-TVA et notamment ses modes d'organisation. Tout à fait. Et si on compense donc peut-être sur les modes opérationnels, vous le savez tous, finalement en France, on va avoir 6 grandes obligations. Je ne vais pas y rentrer en détail, mais juste pour être sûr qu'on les ait tous en tête, parce qu'on a encore aujourd'hui des groupes, parfois des ETI assez importantes, qui n'ont pas en tête toutes les obligations. Une obligation de invoicing B2B et B2J, 3 obligations de e-reporting, 2 à la vente, une B2C et une B2B, mais également une obligation de e-reporting à l'achat, que Cyril rappelait également tout à l'heure, qui est parfois oubliée par certains groupes qui n'ont pas forcément en tête. Il faut bien l'avoir en tête également, cette obligation de e-reporting à l'achat. Et enfin, 2 obligations qui concernent la transmission de données dites non transactionnelles, qui va être donc la transmission dans certains cas des données de paiement, et également ce fameux cycle de vie sur lequel Cyril a également partagé un certain nombre de points et d'interrogations à date, qui on espère seront prochainement réglés. Pour répondre finalement à ces diverses obligations, on a différentes typologies d'acteurs qu'il convient finalement de voir comment travailler avec chacun d'entre eux. Et on discutera après des différents points, mais on a les fameuses PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, les OD, les opérateurs de dématérialisation, et le fameux portail public de facturation, ou le PPF. En sachant que vous devrez à minima avoir recours à une PDP ou plusieurs et ou au PPF pour la transmission et la réception de vos factures en e-invoicing, l'opérateur de démat étant potentiellement juste un acteur complémentaire qui peut s'intermédier entre vous et finalement cet acteur de PDP ou le PPF. Donc si on prend effectivement les modèles opérationnels, en fait, on est confronté souvent à différentes réalités au sein d'un groupe. Donc il n'est pas rare que des groupes aient différents systèmes d'information, plus ou moins âgés, différents modes d'organisation, différentes activités. Donc en fait, c'est parier souvent sur un modèle d'organisation unique, c'est compliqué, hasardeux, et il est probable que la réalité sera multiple en fait. Donc si on prend l'exemple des systèmes d'information, on peut parler de dette technologique. Il n'est pas rare qu'on ait plusieurs ERP, plus ou moins maintenus, avec des versions plus ou moins maintenues, sachant que les dernières pourront bénéficier effectivement des releases éditeurs, celles qui sont encore maintenues mais pas à jour plus ou moins, et celles qui sont plus maintenues pas du tout. Donc ce qui veut dire que si on n'a pas envie de changer d'ERP, qu'on n'a pas prévu ça dans la trajectoire des systèmes d'information, il va falloir travailler aussi sur les partenaires avec lesquels on va travailler pour pouvoir effectivement émettre ses invoices, émettre son e-reporting ou recevoir ses factures. Premier exemple, la capacité à volonté à gérer des changements en interne. Il y a aussi la capacité à faire des équipes. Donc elles ont affaire à leur day-to-day business, que ce soit d'ailleurs les fonctionnels métiers, les fonctionnels IT. Et il faut pouvoir intégrer ce type de projet dans le planning, ce qui n'est pas du tout évident, notamment quand ces projets peuvent avoir de l'ampleur compte tenu de la dette technologique existante, et travailler également sur le mode pérenne pour que ce dernier soit acceptable ou puisse s'intégrer effectivement dans le travail des équipes. Et souvent, on s'aperçoit que
moins on investit dans la construction, plus on aura de coûts et de temps dans le mode pérenne ou dans le mode run. Donc la nature et la typologie des flux actuels, il y a aussi, vous êtes une entreprise, vous pouvez très bien avoir différentes activités au sein de votre entreprise, de votre groupe. Certains avec des achats massifs à l'étranger, par exemple, européens ou extra-européens, d'autres qui vont vendre exclusivement à l'export, d'autres qui vont avoir des activités mixtes, d'autres qui vont avoir des activités de conseil et de vente de biens, etc., etc. Donc la nature des flux peut changer de façon assez fondamentale entre une entreprise de votre groupe et une autre. Et effectivement, la façon d'aborder le modèle et la façon d'aborder la réforme sera entièrement différente. Donc tout ça, tous ces points-là, en fait, il va falloir les aborder, pouvoir les classifier, pour aboutir à un ou plusieurs modèles opérationnels cibles et pour faire intervenir effectivement le PDP de la bonne façon. Et effectivement, un enjeu aussi donc, pour les groupes internationaux. On l'a vu avec le baromètre, alors ce n'est pas la préoccupation ou l'enjeu numéro 1 des groupes, mais la recherche aussi finalement d'un modèle qui puisse s'insérer sur un plan international et pas être un modèle uniquement franco-français, pour lequel, par exemple, si on venait faire le choix, et c'est le choix de certains groupes, de raccordement directement au PPF, le PPF est un acteur qui a vocation à être que franco-français. Donc potentiellement, si on souhaite donner une dimension plus internationale, le recours à un partenaire de confiance privé permet de pouvoir justement harmoniser, ou essayer d'harmoniser, comme on le verra, les modèles avec les filiales étrangères. Par retour d'expérience, c'est vrai qu'on voit beaucoup de modèles finalement hybrides qui sont choisis par les groupes. Hybrides, c'est-à-dire qu'ils vont être raccordés en partie directement au PPF et pour d'autres typologies de flux, par exemple, directement à une ou plusieurs PDP. Pour diverses raisons. Ça peut être de la gestion, par exemple, pour le invoicing. On a bien vu, invoicing, il y a deux typologies de flux, du B2B et B2J. Mais certains groupes font le choix de dire le B2J, moi je suis déjà raccordé en EDI avec Chorus Pro, mais demain je vais faire un raccordement direct PPF pour mes flux B2J. Par contre, tous mes flux avec des assujettis, type B2B, mais là je passerai par une ou plusieurs PDP. Ou alors ça peut être aussi une hybridation en fonction des différentes obligations. On l'a vu, on a des obligations de invoicing et de e-reporting. Certains acteurs font le choix de dire, tiens, le e-reporting B2C, par exemple, je vais me raccorder directement au PPF pour transmettre mon e-reporting B2C. Donc, l'hybridation des modèles fait partie de la sphère aujourd'hui, de ce qu'on peut constater, avec différentes ampleurs. Je pense que l'hybridation est plus présente au sein des grands groupes que les PME, TPE et les ETI, qui vont avoir plus à basculer sur un modèle, soit full PDP, soit PPF. Ensuite, si on prend le modèle de raccordement à un ou plusieurs PDP ou à un seul PDP, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, ça va dépendre effectivement des différents scénarios que vous allez avoir au sein de votre entreprise, au sein de votre groupe, au sein des activités, au sein des systèmes d'innovation que vous allez avoir. Donc ça peut être effectivement choisir un PDP pour une typologie d'activité, ça peut être effectivement choisir un PDP pour une typologie de système d'information en disant voilà, je vais prendre un PDP pour tel système d'information que j'utilise à travers X instances, parce qu'effectivement derrière, en termes de besoins, ces besoins seront identifiés et je vais travailler de façon particulière avec ce PDP. Ça peut être aussi, voilà, je vends, en fait, voilà, moi j'ai un client qui représente 40% de mes ventes, d'accord, et il est peut-être bon aussi que je me retourne vers lui pour savoir comment il envisage les choses. Et est-ce qu'il souhaite, évidemment, est-ce qu'il va gentiment me mettre une pression amicale pour que je choisisse son PDP en ce qui concerne ses flux. Donc il y a aussi un travail d'introspection et entre guillemets de diagnostic interne, mais enfin, regardez aussi votre environnement, quels sont effectivement vos clients, quelle va être aussi leur stratégie par rapport à cette réforme invoicing et reporting, de cette façon à les mettre en phase et pas avoir de loupé dans la phase de diagnostic, et notamment pour pouvoir l'intégrer dans la phase de conception. Et enfin, dernière typologie de modèle possible, envisageable, qui est moins observée, c'est un raccordement uniquement au portail public de facturation pour la gestion de l'ensemble des obligations et de l'ensemble des flux. Donc c'est quand même beaucoup plus rare que l'hybridation ou un modèle full PDP, mais ça arrive, il y a des grands groupes, mais également des ETI, voire même des PME et surtout des TPE qui pourront envisager des raccordements full PPF. Chez les grands groupes, c'est souvent parce qu'ils ont une volonté, une politique d'internaliser l'ensemble des travaux. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on se raccorde au PPF, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de savoir se raccorder selon des standards et un socle minimum. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que je sois moi nativement, soit depuis mes outils, soit comme on verra via des middleware, être en mesure de pouvoir communiquer dans le format attendu par le PPF. Donc c'est une contrainte qui est déportée en interne au niveau de l'assujetti, quelque chose qui peut être comblé par une PDP par exemple, si on avait recours à une PDP. Donc c'est vraiment avoir une forte volonté d'internaliser tous ces travaux-là. Ça peut être pour diverses raisons, et notamment, je me disais, des groupes qui ont aujourd'hui des outils 100% maison, qui ont toujours eu tout maison, et potentiellement ils continuent sur du 100% maison, et donc ils vont se dire, je passe par le PPF, pourquoi prendre une PDP? Parce que j'ai un environnement complexe, je me connais, je vais faire tous les travaux chez moi, et donc dans ce cas-là, pourquoi payer un acteur
versus passer directement via le PPF. Mais encore une fois, c'est un modèle qui est plutôt rare en pratique pour l'ensemble des flux. On est plus, comme je disais, sur l'hybridation en fonction de la typologie de flux ou d'obligation. Et notamment un cas souvent que l'on constate dans l'hybridation, c'est un minima pour un certain nombre de flux interco, notamment pour ceux qui seraient sur la sphère SAP avec SAP DRC, mais potentiellement, ça serait j'utilise SAP DRC comme un OD, et hop, ça part au niveau du PPF pour la gestion de mes flux interco. Donc on voit une hybridation assez importante sur le marché pour gérer ces obligations-là demain. Alors quand on est français, on n'est souvent pas que français, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi une chaîne de valeur qui est plutôt européenne. Je vais acheter par exemple ma matière première à ma filiale en Espagne ou au Portugal. Je pense à une entreprise que je connais bien. Je vais la transformer quelque part en Bretagne et puis je vais la vendre à travers le monde. Donc c'est quand même des schémas qui sont pas si rares. Et l'idée de se dire aujourd'hui, c'est très bien, mais moi dans chaque pays où j'arrive, chaque pays fait sa propre réforme qui amène ses propres contraintes. Et je n'ai pas envie de démultiplier les acteurs. Donc le recours à un partenaire de type PDP, qui lui est présent dans ces pays, qui a une bonne maîtrise de la législation et qui est en capacité d'apporter le potentiel, en tout cas l'accompagnement et les fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer effectivement 3 pays avec 3 réformes avec un PDP unique, ça peut être quand même une solution particulièrement facilitante à mettre en œuvre. Et je ne parle pas évidemment que des flux externes, mais notamment également ce que tu disais sur les flux interco, puisque derrière, ça permettra aussi d'avoir un unique PDP. Donc le choix du PDP en termes d'organisation, dans ces cas-là, va souvent être central. On va essayer de l'unifier. Alors, ce qui ne remet pas en cause ce que j'ai dit précédemment. On peut avoir plusieurs PDP qui sont internationaux pour différents cas de figure. Mais en tout cas, l'aspect international aujourd'hui est un aspect important, notamment quand vos chaînes de valeur le sont. Oui. Et ce modèle-là est tout à fait compatible avec des modèles de type clearance italien. Vous pouvez très bien avoir un acteur de type alors PDP ou OD, parce qu'il n'y a pas de PDP en Italie, mais un intermédiaire qui s'intermédie entre vos systèmes et SDI en Italie par exemple. Donc c'est tout à fait possible de prendre des acteurs également pour gérer des modèles de type clearance, comme on peut l'avoir en Italie ou demain en Pologne. Et sachant que Cyril l'a rappelé, il y a un enjeu vraiment au niveau européen. On a une vraie tendance à la généralisation de ces obligations-là, à plus ou moins court terme, en fonction de ce qui sera décidé et validé, que ce soit en Allemagne ou encore en Belgique ou en Espagne, mais également dans le cadre du projet européen VIDA, le jour où il sera adopté définitivement, il y aura de toute façon demain une obligation de invoicing EU Digital Reporting Requirements au niveau européen. Et même hors Europe, on voit qu'il y a une vraie tendance à la généralisation de ces obligations-là. L'Amérique latine, vous le savez, ils sont déjà passés bien avant l'Europe, mais l'Asie est en train de s'y mettre, les États-Unis commencent à y réfléchir, potentiellement, le Japon y réfléchit aussi, alors que pendant longtemps, ils n'avaient pas d'obligation de facturation en tant que telle, mais on voit qu'ils passent vite de « j'ai pas d'obligation de facturation » vers potentiellement du invoicing. Et donc, qui dit obligation de invoicing et e-reporting dit un véritable enjeu, comme on va le voir, de gestion de la donnée et vraiment de sa gouvernance, à la fois référentielle, mais également les données transactionnelles pour répondre à l'ensemble des données qu'il conviendra de transmettre dans le cadre du invoicing ou e-reporting. Donc si on prend effectivement les enjeux liés à la gouvernance de la donnée, en fait, sur la base, sur la réforme invoicing et reporting, ce que je dis aussi met en évidence parfois des dettes organisationnelles et des dettes de qualité, notamment sur ces référentiels tiers. On les audite de façon quasi systématique dans les phases de diagnostic qu'on nous confie. Et globalement, on s'aperçoit qu'en termes de gouvernance ou même en termes de qualité de données, on est souvent très loin du compte. Les doublons, triplons existent en pagaille. Parfois, il y a très peu de champs obligatoires. Et finalement, derrière, on n'a même pas d'arborescence, souvent. Ce qui fait que derrière, la mise en qualité de ces référentiels va être un point évidemment extrêmement important, puisque je vous rappelle que vous allez avoir des données obligatoirement disponibles et qualitatives en permanence pour émettre une invoice. Donc, ce point-là, lié à la donnée, est extrêmement important, puisque ces données-là vont vous permettre d'émettre une facture ou pas. Donc, il faut pouvoir effectivement faire monter ces référentiels en qualité. Bon, ça, c'est une chose. Ce n'est pas la plus compliquée. Je pense que sincèrement, ce qui va être le plus compliqué, c'est ce mode pérenne, c'est maintenir cette qualité dans le temps et faire en sorte que l'organisation interne le permette. Aujourd'hui, il y a une liberté assez large dans la création et la gestion de ces référentiels. Il n'est pas rare de voir les achats à l'ADV, des référentiels qui peuvent être d'ailleurs morcelés entre un applicatif métier, une dorsale comptable, XERP. Donc, il faut rassembler ces moutons, entre guillemets, essayer de décentraliser, et derrière mettre en place des modes de gouvernance qui permettent d'assurer cette qualité, cette disponibilité dans le temps et de façon permanente. Donc,
On peut avoir, il y a différents modes, hein. Souvent d'ailleurs, la facilité de construction génère de la complication de mode pérenne, donc ça va à peu près de pair. Donc savoir investir là-dessus, c'est souvent se garantir ensuite derrière un fonctionnement beaucoup plus optimal et moins coûteux. Mais on a plusieurs modes, donc une gestion décentralisée en interne, une gestion centralisée également en interne, et ça modifie fortement les choses. En fait, une gestion partiellement ou fortement externalisée au niveau des PDP ou des OD. Donc si on va un petit peu dans le détail, ce qu'on voit, nous, les scénarios en fait, qu'on voit apparaître aujourd'hui au sein du groupe, hein, parce que quand vous êtes une seule entité, c'est moins compliqué, évidemment, mais c'est le scénario A sur lequel on peut avoir une gouvernance décentralisée avec l'existence d'un référentiel maître qui alimente le référentiel historique, c'est-à-dire que derrière, on a décidé d'arrêter, c'est très compliqué d'avoir X référentiels, un par instance, un par entité, et il y a un certain nombre de données qu'on va centraliser dans un référentiel maître, mais qui fera l'objet, qui sera alimenté avec rigueur par des équipes décentralisées, avec un certain nombre de champs obligatoires, une vérification de la donnée, et surtout une prise en main, c'est-à-dire création, suppression, modification, par cette équipe décentralisée. Le scénario B, lui, est un peu inverse, c'est gouvernance centralisée, mais absence de référentiel maître, c'est-à-dire qu'on continue, on conserve ces référentiels, on les monte en qualité, mais par contre, derrière, on assure, on conserve cette gouvernance, ça va être centralisé auprès d'une équipe qui, elle, va être en charge du maintien qualitatif de ce référentiel-là, quel que soit effectivement, quel que soit l'ERP, que ce soit la même instance du même ERP ou que ce soit des ERP différents. Et enfin, le scénario C, qui est la combinaison des deux, c'est gouvernance centralisée et existence d'un référentiel maître. Et c'est souvent vers là que les entreprises, en tout cas multi-entités, se dirigent, en disant on fait remonter un certain nombre de données dans un référentiel maître. Hein. On ne parle pas évidemment de toutes les données référentielles, mais d'un certain nombre de données, notamment liées à la réforme et puis liées aussi à des éléments stratégiques. Ça peut être les achats, pouvoir massifier, par exemple, savoir massifier ses achats, pouvoir aussi voir réellement ce qu'on vend, notamment quand vous avez des clients qui sont multi-entités. Souvent, ils connaissent mieux que vous ce qu'ils peuvent vous acheter. Vous avez du mal à savoir ce que vous leur vendez réellement. Donc, ça peut répondre aussi à des besoins fonctionnels. Et donc, mettre en place ce scénario C, qui finalement n'est pas si compliqué que ça à mettre en place et qui, à mon avis, en termes de mode pérenne, est le plus facile à maintenir dans le temps. Donc voilà quelques éléments de structuration et de gouvernance. Le but, c'est de donner des idées aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de solution. Chaque solution est particulière. Mais si on se base sur la structuration, sur la gouvernance de ces données, c'est plutôt vers ces trois scénarios que les entreprises, naturellement, vont se diriger. Et un enjeu également donc sur ce qu'on disait, les données transactionnelles. Vous avez tous été confrontés au format sémantique de l'administration fiscale, qui contient à la fois des données référentielles, mais également des données purement transactionnelles, le fameux code type de la facture, le numéro de la facture, le VAT Item Category Code, et j'en passe. Et aujourd'hui, trois grandes tendances sont observées, des choix faits par les groupes. Le premier, c'est de se dire, finalement, on a une gestion décentralisée en interne. Donc c'est chacun de mes systèmes et outils facturiers qui vont venir être finalement mis en conformité pour nativement être en mesure de pouvoir répondre finalement à ce qui est attendu dans le cadre du format sémantique e-invoicing et e-reporting. Ce modèle-là se heurte rapidement à une contrainte qui est la souplesse des outils actuels de pouvoir évoluer en fonction de leur ancienneté, en fonction de leur capacité à évoluer. Donc on bascule vite sur des modèles finalement soit de gestion centralisée et internalisée. Des groupes ont fait le choix et le parti de se dire, mais toute la transcodification, on veut la garder, la gérer en interne. Donc nos différents systèmes facturiers, parfois qui peuvent aller jusqu'à plus d'une trentaine de systèmes facturiers différents, voire même beaucoup plus, se déverser dans une sorte de middleware interne qui viendrait faire de la transcodification, voire même potentiellement également de la traduction pour transmettre à la PDP qui serait retenue un fichier sous un format pivot. Et enfin, troisième possibilité, c'est finalement externaliser une certaine partie de la transcodification et de la traduction au niveau finalement de son partenaire de confiance, notamment sa PDP, pour que cette dernière, sur la base d'informations que moi je suis capable de pouvoir pousser depuis mon système facturier, qu'elle vienne, elle, gérer les tables de transcodification pour moi et émettre la facture avec toutes les bonnes données au bon format. Bien entendu, que l'on soit dans un modèle centralisé, internalisé ou une gestion externalisée, il y a bien entendu des éléments qui doivent être à minima issus des systèmes facturiers. On ne peut pas inventer un sirène et un siret si j'ai aucune information dessus. Donc d'un point de vue référentiel, si je n'ai pas du tout le sirène ni le siret dans mon référentiel, je ne serai pas en mesure de communiquer ni l'un ni l'autre. En revanche, si j'ai le numéro siret, je peux très bien demander demain à ma PDP de lui dire, sur la base du siret, est-ce que tu peux juste m'insérer le sirène dans le bon champ. Voilà. Donc des enjeux de transcodification qui peuvent être gérés en externe. Ouais.
Et ce qui est important... Il faut qu'on accélère, parce que j'ai une personne qui me dit que si je compte bien les doigts de sa main, il y en avait 3, il nous reste 3 minutes. De toute façon, c'est à peu près il y a 1 minute, donc il doit nous en rester 2 en fait. On va passer très vite sur les autres enjeux, mais c'est un point important. Il ne faut pas l'oublier, on pense souvent invoicing et reporting, il faut adapter les processus P2P et O2C. Et bien entendu, tout ce qui est paramétrage IT. Il y a également un enjeu à ne pas oublier qui est le processus déclaratif TVA et la conformité TVA. L'administration fiscale, ses premiers objectifs, c'est quand même de lutter contre la fraude à la TVA et donc de contrôler la TVA. Partant de là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on fait une CA3 sur la base des outils et des données comptables et des rapports TVA que l'on a, plus du pré-remplissage, souvent compliqué à s'aligner, de la TVA à l'import. Demain, on voit bien que l'écosystème déclaratif, il va être enrichi de tout ce qui est obligation de invoicing, e-reporting, données de paiement. Donc il va falloir gérer tout cela au travers d'un renforcement des processus au quotidien. Lorsqu'on reçoit une facture fournisseur, si mon fournisseur me dit que la catégorise comme une prestation de service, mais moi mes systèmes la qualifient de bien, je vais avoir un écart. Écart qu'il conviendrait d'identifier pour être sûr qu'on soit aligné, potentiellement arriver à un refus de facture si on n'est pas aligné avec le fournisseur. Pareil, l'éligibilité de la TVA sur les prestations de services. Comment est-ce que je vais m'aligner pour tenir compte du statut encaissé lorsque mon fournisseur est sur encaissement? Je ne peux pas ne pas en tenir compte. Si mon fournisseur me dit qu'il a encaissé la facture le mois suivant, potentiellement un enjeu de rapprochement et de sécurisation là-dessus. Donc vraiment des enjeux de paramétrer des règles de contrôle TVA qui potentiellement peuvent être réalisées avec votre PDP ou vos PDP, pas le PPF. Le PPF ne vous aidera pas là-dessus. Également potentiellement sur les e-reporting, qui est une obligation directe déclarative, mais des workflows de validation et de visualisation avant la transmission également du e-reporting à destination du PPF. Et enfin, lors de l'établissement de la CA3, identifier potentiellement les écarts entre les données invoicing et reporting qui sont communiquées à l'administration fiscale par moi, mais également par mes fournisseurs et mes clients, versus ce que j'ai en comptabilité et potentiellement des fameux OD qui pourraient être passés pour gérer un certain nombre de points. Donc un véritable enjeu à prendre dans le cadre du redesign et qui montre bien un enjeu organisationnel important à prendre en considération. Si tu veux. Ouais. Juste pour conclure, en fait, souvent, la réforme invoicing et reporting, elle est prise en charge, ou on la donne à prendre en charge plutôt, à la direction administrative et financière et à l'IT, en disant finalement, c'est les 2 équipes qui vont principalement être référentes sur le sujet. Nous, on pense qu'il faut pouvoir élargir. On a eu quelques à-coups, avec notamment des administrations des ventes qu'on n'avait pas sollicitées dans le cadre de la réforme dans le cadre de la gouvernance de ces données-là et qui ont manifesté leur mécontentement. En fait, voilà. Donc, blague mise à part, il faut vraiment pouvoir intégrer l'ensemble de l'entreprise parce qu'il y a des projets un peu partout, que ce soit des projets achats, des projets ventes, enfin bref. Ce qui fait que derrière, même si on a principalement l'IT, comptabilité qui va être sollicité, il faut impérativement intégrer évidemment la direction des achats, la partie vente, évidemment fiscalité juridique, ça me paraît évident, mais le fait de créer une équipe référente élargie, d'accord, référente élargie qui reprend l'ensemble des fonctions de l'entreprise, à mon avis, c'est une très bonne chose de disposer de sponsors à ce projet-là dans l'ensemble des départements d'entreprise. Pour moi, c'est un prérequis intéressant. On ne le fait pas systématiquement et finalement, il y en a assez peu. Et au final, moi, c'est ce que je conseille. De toute façon, les gens de l'administration des ventes ne perdront pas leur temps et les achats non plus. Ils auront connaissance de la réforme, ils sauront quels impératifs doivent se faire et ils auront une bien meilleure compréhension et une bien meilleure acceptation de cette transformation. Et les groupes aujourd'hui vraiment réfléchissent à avoir une équipe référente ou des référents EIR, Electronic Invoicing Reporting, soit périmètre France, soit périmètre international, s'il y a un scope international, pour accompagner dans la gestion du courant, les équipes opérationnelles, lors des contrôles fiscaux, la fiscalité, parce qu'on voit bien que le contrôle fiscal de demain va évoluer, mais également accompagner les équipes IT sur tous les sujets de paramétrage qui pourraient en découler. Et juste donc pour conclure, le mot de la fin, c'est que finalement le choix du modèle opérationnel, il vous appartient. Il dépend de votre écosystème, de votre organisation, des contraintes techniques que vous pouvez avoir, mais bien entendu de l'ensemble des obligations auxquelles vous devez vous conformer. Et là, votre PDP devra, si vous choisissez une PDP, un modèle PDP, être un véritable partenaire de confiance au quotidien, parce que vous allez échanger régulièrement avec lui, lors du projet pour la mise en place, mais également derrière, tout au long de la vie, parce que vous allez continuer à mettre des factures tout au long et à inclure de nouvelles activités. Et toute la fin, voilà une petite image, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vue, la connaissent, c'est donc Degen H en 1967, le matin où la Suède a changé de sens de direction des voitures, passant de gauche à droite. C'était chaotique, mais finalement aujourd'hui on se voit bien, tout marche bien, des voitures roulent très bien dans le bon sens. Ouais, donc vous inquiétez pas, tout va bien se passer en fait. Voilà. Merci à tous les deux.